le 7 mai à 12h30, nous allons avoir un regard croisé entre Maya Attig, donc directrice générale de la FBF, et Éric Depont, directeur général de l'ES Bank, sur l'importance de la formation, l'enjeu de la formation dans la banque aujourd'hui, donc le 7 mai à 12h30. Ne ratez pas cet événement. Voilà sur cette semaine de la formation continue. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la conformité. On a 1 heure pour partager avec vous sur ce qui est en train de se passer sur ces métiers, les compétences qui sont attendues, les solutions de formation, vous écouter et répondre à vos questions. Je vais tout de suite, dans 2 secondes, demander à tous ceux qui participent de se présenter, puis vous dire un mot avant tout de même de l'ES Bank, que certains d'entre vous, j'imagine, connaissent déjà. L'ES Bank, c'est l'école de la profession bancaire. C'est le leader en France des formations banque finance. Nous diplômons chaque année 4000 alternants. 4000 alternants passent par nos salles de cours. 11 000 collaborateurs, vous le voyez, suivent de la formation professionnelle continue, que ce soit pour passer des certifications, des habilitations réglementaires, on va en parler d'ailleurs aujourd'hui, des diplômes, bien sûr, dans 5 grandes familles que vous voyez là, tout ce qui touche à l'environnement bancaire, le management, l'ingénierie de financement d'investissement, bien sûr la conformité, notre sujet du jour, puis une grande thématique autour de la relation commerciale. Voilà pour poser ce panorama. Nous sommes présents partout en France. Nous avons 10 délégations régionales, 60 lieux de cours, présents dans 25 pays à l'international où les cycles que nous présentons sont également déclinés. Je sais que dans ces webinaires, on en avait un ce matin, il y a beaucoup d'internationaux, donc bienvenue à vous. Il y a des solutions pour également suivre ces cours dans 25 pays à l'étranger, bien sûr, l'outre-mer, bien entendu. Voilà ce panorama rapide. Euh, pour commencer, je vous propose tout de suite que les animateurs du webinaire se présentent et puis ensuite on va attaquer. On est avec Marc Biel et Myriazi Touche. Marc, est-ce que tu veux commencer à te présenter après Myriazi et puis ensuite on commence à enchaîner. Je te passe la parole, Marc, pour que tu puisses te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marc Biel, le directeur adjoint de la direction des diplômes, titres et certifications, et plus particulièrement en charge des formations sur la conformité. Merci, merci Marc. Myriazi, tu nous parles un petit peu de toi et puis après on attaque. Très bien. Bonjour à tous. Je suis Ménésie Touche. Je suis chef de projet réglementation bancaire et notre propos d'aujourd'hui sera de vous présenter la filière conformité et notamment ces évolutions qui ont ces dernières années été plus que mouvementées, mais dans le bon sens, hein, parce que c'est un secteur qui recrute beaucoup. Alors, euh, tout d'abord, il faut qu'on vous présente ce que c'est que la conformité. La conformité, c'est beaucoup de choses en fait, hein. C'est, je dirais, une série de spécialités. Dans cette grande spécialité, vous avez d'abord un grand pôle, un pôle d'expertise, hein, parce qu'en fait, la conformité, c'est avant tout une histoire d'expertise, et une expertise qui est centrée historiquement sur ce qu'on appelle la sécurité financière. Alors, la sécurité financière, c'est une famille encore qui regroupe d'autres disciplines. La plus connue, c'est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est une matière majeure dans la conformité. Toutes les banques, tous les établissements bancaires sont dotés de services de LCFT, c'est l'acronyme désigné pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Virgule, on met aussi le gel des avoirs et les embargos, parce que c'est un secteur qui est aussi euh, très surveillé par les autorités nationales et notamment américaines. Et donc, si vous voulez, c'est un domaine qui est très, très important. Il y a aussi, on y range aussi le KYC, aussi un service très important. Lorsqu'un client entre dans une banque, dans un établissement financier, vous avez tout un processus de connaissance client et de vigilance constante de ces opérations, ce qui peut permettre de détecter des opérations dites atypiques.
Donc ça, c'est la première grosse famille en termes d'expertise. L'autre famille, c'est au sein de la conformité, c'est tout ce qui a trait à la déontologie, à la conduite et à l'éthique des collaborateurs par rapport aux clients, parce qu'un salarié doit avoir accomplir des devoirs par rapport à sa clientèle, et notamment ne pas se faire corrompre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie intégrante de la filière conformité. Il y a aussi ce qu'on appelle la prévention des conflits d'intérêts, parce que au sein d'un établissement, vous avez des intérêts qui peuvent être divergents, donc il faut les gérer. Premier intérêt conflit d'intérêts entre la banque et le client, entre différents clients, donc ou même entre l'intérêt du client et du salarié. Donc ça, c'est des choses qui doivent être gérées, qui font l'objet d'une surveillance accrue au sein des établissements. Il y a aussi un enjeu très d'actualité qui est le développement durable, la responsabilité sociale et environnementale. On parle beaucoup de finances durables, c'est aussi un trait d'évolution dans l'inconformité qui se dessine actuellement. Vous avez aussi d'autres thèmes qui sont là, ils sont listés sur cette diapositive, la protection de la clientèle, la protection des données personnelles, parce qu'au sein des établissements financiers, vous avez beaucoup de données qui sont manipulées, notamment des données personnelles des clients. Donc, cela suit un régime de protection assez rigoureux. En Europe, cela s'appelle le RGPD. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup en expansion. Vous avez la protection des marchés financiers, ce qu'on appelle l'intégrité des marchés financiers, pour éviter tous les délits d'initiés et les manipulations en cours. Ça concerne les directions des marchés dans les banques, hein, le BFI. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi. Et puis, vous avez aussi un mouvement qu'on appelle la transparence fiscale pour lutter contre la fraude fiscale. C'est quelque chose, et les États sont aussi très attentifs à ça. Et donc, vous avez une série de dispositifs réglementaires en Europe, aux États-Unis, mais aussi sur le périmètre de l'OCDE, qui fait que vous avez, en tant que compliance officer, chargé de conformité, des obligations réglementaires pour respecter cette transparence fiscale, pour éviter la fraude fiscale. Donc ça, je dirais, vous voyez bien, hein, c'est un gros bloc d'expertise. Et puis, pour surveiller, je dirais, l'accomplissement de ces obligations réglementaires, vous avez un dispositif de supervision, c'est le cartouche, le deuxième cartouche, je l'ai nommé pôle de supervision. Vous avez des personnes au sein de la conformité qui, en deuxième niveau, voire même en troisième niveau, regardent si les salariés répondent bien aux diligences réglementaires. Puis enfin, un troisième pilier, c'est le troisième cartouche en bas, c'est les fonctions transversales. Évidemment, comme ça englobe beaucoup de personnes, vous avez des fonctions transversales qui sont créées pour justement offrir des fonctions support de formation des personnels bancaires, notamment conformité, mais aussi des instances de pilotage projet, parce que la conformité embarque beaucoup de projets à mettre en place au sein de l'établissement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur cette première slide. Deuxième slide, évidemment, tout ça fait qu'on assiste à une explosion du recrutement dans la filière conformité. Durant ces 5 dernières années, on va dire que l'essentiel des recrutements dans la banque se sont faits sur des fonctions principalement de contrôle interne et plus particulièrement sur la conformité. Voilà. Donc ça, ces mots qui sont mis sur ces diapositives sont un extrait d'un rapport qui a été délivré il y a très peu de temps, un rapport délivré par l'Observatoire des métiers de la banque sur la filière conformité. Et en fait, on constate un accroissement, donc quelques chiffres sont inscrits sur cette diapositive. On constate une augmentation, on passe de 2,4% à 3,7% des effectifs conformité dans les banques. Donc, il y a une augmentation. Recrutement qui se fait essentiellement en interne, 80% en interne et 20% en externe. Pour certaines années, il y a eu un doublement des effectifs. Il faut comprendre que certaines
certains établissements se sont fait durement sanctionner par les autorités, c'est qu'il a invité les directions bancaires à lancer un plan massif de recrutement et de formation interne des salariés pour être conformes aux exigences des autorités. Ce qui en fait un véritable service, une véritable direction pleinement entière, avec des moyens dédiés et avec des dispositifs de contrôle interne extrêmement rigoureux qui, pour des grands groupes bancaires, seront directement surveillés par la Banque centrale européenne. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, maître mot, filière en explosion en termes de recrutement. Alors, sur l'évolution de la filière conformité, c'est la troisième slide. Je sais pas si, voilà, très bien, merci beaucoup Marc. Ce qu'on constate, c'est que comme le recrutement se fait en interne, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les banques cherchent à former de façon généraliste les salariés qui rentrent dans la filière de conformité. Là, pour le coup, on veut faire de ces chargés de conformité des gens assez généraux. Ne pas les mettre tout de suite sur du contrôle interne de conformité ou de la LCBFT en conformité, mais véritablement leur donner une culture générale. Donc ça, c'est, je dirais, la première évolution. La deuxième évolution, c'est qu'à partir d'un certain nombre d'années, mettons 3-4 ans dans un service d'anti-blanchiment, eh bien, les salariés veulent certifier leurs compétences. Et c'est pour ça qu'elles font appel à l'ES Bank, et parfois à certains organismes, et surtout à l'ES Bank, pour certifier leurs compétences, ce qui permet aussi aux établissements de montrer à l'autorité que les personnels bancaires ont atteint un niveau de certification répondant aux standards internationaux. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième évolution forte qu'on peut constater dans la filière conformité. La troisième tendance, c'est que, eh bien, parce que vous évoluez en conformité, vous êtes technicien, mais vous êtes aussi manager. Manager d'hommes et de femmes. C'est-à-dire que vous avez potentiellement, vous pouvez être manager, donc il y a des compétences en management qui sont demandées. Et puis, vous managez des projets. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que un responsable de conformité, ou même un chargé de conformité, est amené à gérer un projet informatique, parce que la conformité fait appel à des systèmes informatiques de filtrage, de détection d'opérations suspectes, mais aussi des projets réglementaires. Parce que la loi change, la réglementation change, donc il faut suivre ces évolutions. Et puis, la banque change aussi, elle change parce que elle lance des produits nouveaux, donc le chargé de conformité doit être à même d'analyser un nouveau projet, un nouveau produit. Et puis, l'organisation d'une banque, d'un établissement financier, évolue. Donc, pour le coup, le chargé de conformité doit comprendre, doit accompagner ce changement. Donc voilà, ça, c'est quelque chose, une autre tendance qu'on voit dans la filière conformité. Et enfin, chose qui ne vous surprendra pas, les banques, même toutes les entreprises, vivent une révolution digitale via les nouvelles technologies, le big data, voire l'intelligence artificielle. Et évidemment, la conformité n'y échappe pas. Et on voit bien, à travers les échanges que nous avons avec nos partenaires professionnels qui sont au sein des établissements bancaires, que le responsable de conformité, le chargé de conformité, utilise de plus en plus ces nouvelles technologies pour justement automatiser des tâches qui en fait sont répétitives, comme les contrôles, ou améliore la détection des opérations suspectes en utilisant des techniques d'intelligence artificielle, en manipulant des data, big data, pour justement stopper des opérations dites suspectes. Donc voilà. Donc en synthèse, vous voyez bien que nous sommes dans un mouvement de fort recrutement qui ne va pas s'arrêter, et donc aussi dans un mouvement aussi de renouvellement qui passe par une certification de compétences, par des diversifications de compétences, mais aussi
par un accompagnement de la conformité via les nouvelles technologies. Voilà. Voilà ce que je peux dire en synthèse sur la filière conformité. Et voilà, donc je me tiens à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup, Myriazi. Est-ce qu'à ce stade, je vois que dans le fil, a priori, sauf erreur de ma part, je ne vois pas encore de questions, mais n'hésitez pas à vous exprimer si sur ce contexte général, vous voulez avoir des éclaircissements sur tout ce que vient de nous indiquer Myriazi. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, allez-y. Pas de questions. Bah, écoute, on peut continuer du coup. Marc, tu prends le relais alors sur les solutions. Bien, merci beaucoup, Luc. Donc, en fait, vous avez sous les yeux l'offre que la formation continue donc, propose dans le cadre de l'École supérieure de la banque. Et vous voyez qu'il y a deux grandes familles de formations en fait, que nous proposons. Une première famille qui s'appelle les certifications professionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que les certifications professionnelles? C'est ce qu'on a l'habitude d'appeler les diplômes ou les titres. Et puis, il y a une deuxième famille qui est de plus en plus importante avec le temps, c'est les certificats professionnels. Quelle est la différence entre les deux types de formation? D'abord, la formation, la certification, entre les deux certifications. La certification professionnelle, les titres, les diplômes, se réfèrent à des métiers repères. Donc là, sous les yeux, vous avez deux formations qui sont des diplômes et des titres. Ce sont d'une part l'expert métier conformité, qui forme donc le métier repère, c'est effectivement expert métier conformité, et qui est niveau 7 RNCP, donc niveau Bac plus 5 pour simplifier. Et puis un deuxième diplôme qui est une nouveauté, qui a comme métier repère le chargé conformité, et que nous situons plutôt sur le niveau maîtrise, c'est-à-dire Bac plus 3. On va y revenir. Et puis, tout autour, vous avez effectivement une deuxième famille de formations, ce sont des certificats professionnels. Et ces certificats ont pour vocation d'approfondir certaines compétences complémentaires, des compétences professionnelles complémentaires. Donc, par exemple, vous avez, et Myriazi en a parlé tout à l'heure, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui fait l'objet de deux certificats. Un premier certificat qui a été monté en 2010, lorsque la directive a été transposée en français par l'ordonnance du 30 janvier 2009. Donc, on a eu la réglementation, si vous voulez, à demander à ce que les personnels concernés, tous les personnels des établissements financiers, reçoivent une formation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux qui a un volet pénal, comme vous le savez, et qui, à l'époque, abordait une vision de la conformité qui était tout à fait nouvelle, puisque c'était une approche par les risques. Donc voilà, par exemple, un premier certificat qui a été proposé par l'École supérieure de la banque dès les années 2010 et qui a été construit en lien avec la profession. On a un deuxième certificat que vous connaissez bien, qui celui-là a été amené par le régulateur lui-même, l'AMF, pour ne pas la nommer. Donc l'AMF, dans les années 2009-2010 également, a souhaité que les collaborateurs de banque aient un niveau de connaissance minimale et elle a mis en place une certification dont l'ESB a été l'un des premiers agréés pour donc vérifier toutes ces connaissances. Et donc, c'est aussi un certificat, puisque là, on est sur l'approfondissement des compétences sur le périmètre AMF. Je laisserai Luc parler plus en avant du certificat directif crédit immobilier et Amir Yazi parler de manière plus approfondie du certificat expertise opérationnelle LCBFT, même s'il y a fait allusion tout à l'heure, et si vous le souhaitez. En ce qui me concerne, je vais m'attarder sur les diplômes, hein, les parcours diplômants, que sont de niveau expertise le cycle expert métier conformité et d'autre part le nouveau produit que nous lançons qui est le nouveau diplôme que nous lançons qui est le bachelor chargé conformité. D'abord le cycle expert métier conformité, c'est dans notre offre effectivement le bateau amiral
Il existe depuis 2010. À l'époque, la profession, comme l'a expliqué Myriazi, devait structurer les services conformité. C'est la raison pour laquelle nous avons donc, à la demande de la profession, réuni un comité métier, puisque, encore une fois, quand on parle de diplôme, on parle de métier repère. Donc, nous avons réuni les experts métiers conformité à l'époque de tous les établissements qui ont réfléchi sur les compétences, la liste des compétences que devait avoir un expert en conformité. Ces compétences, ensuite, nous les avons regroupées en blocs de compétences. Et vous avez sous les yeux, si vous voulez, rapidement, les 5 blocs de compétences qui composent ce cycle diplômant, qui fait au total 26 jours. Donc, un premier bloc qui est le cadre réglementaire général organisationnel de la conformité, la connaissance des régulateurs, les différentes réglementations. Un bloc 2 qui rentre un peu plus dans le cœur du métier, qui a trait aux obligations de vigilance. Donc, par exemple, dans le bloc 1, on va parler de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux. Dans le bloc 2, on va rentrer dans les obligations de vigilance et la surveillance constante, donc dans la détection des opérations atypiques. Le bloc 3, détecter, contrôler, corriger les risques de non-conformité. Donc là, on est vraiment sur le contrôle permanent, notamment sur le niveau 2, sur la cartographie des risques, l'organisation des contrôles, le plan d'action correctif, si éventuellement il faut le mettre en place. Sur le bloc 4, on est sur tout ce qui est reporting aux régulateurs, les différents reporting, lutte anti-blanchiment, le RACI, etc. Avec d'ailleurs un point particulier sur la rédaction de ces rapports aux régulateurs. Enfin, le bloc 5, c'est manager la conformité de la banque avec différents aspects, en lien avec évidemment les organes de gouvernance, en mettant en place des formations réglementaires obligatoires, et puis aussi avec un aspect qui est important et surtout qui a été très, très fort ces derniers mois avec la crise sanitaire, c'est les plans d'action en situation de crise. Donc un ensemble complet qui aborde toutes les compétences de l'expert, l'expert étant celui qui pilote au sein de la banque le processus global de gestion des risques de non-conformité. Avec le besoin des établissements bancaires de recruter en interne sur la filière conformité, nous lançons cette année un nouveau diplôme qui est lui niveau maîtrise, c'est-à-dire le premier étage, si vous voulez, de cette filière conformité, où là, évidemment, on n'est plus dans le pilotage, mais on est dans la mise en œuvre du processus global de gestion des risques. Donc, le premier niveau, si vous voulez, pour entrer dans les services conformité, soit dans les services de sécurité financière, soit sur les services de contrôle interne de niveau 2 notamment, pour mettre en place les mettre en œuvre en fait, hein, c'est le mot-clé, la mise en œuvre. Donc avec 3 blocs de compétences que vous avez également sous les yeux, mise en œuvre des missions de conformité, alors ça peut être le traitement des alertes, ça peut être les conseils à donner aux opérationnels, puisque vous savez très bien que les opérationnels sur le terrain sont de plus en plus confrontés à des situations délicates et qu'ils doivent avoir l'appui des services conformité. Le deuxième bloc, c'est la mise en œuvre du contrôle permanent dans les établissements financiers. Donc là, on est vraiment sur le contrôle permanent de niveau 2, avec la mise en place des contrôles, l'action aussi, mais dans la mise en œuvre et non pas le pilotage, on est bien d'accord. Et enfin, le bloc 3, appliquer le cadre normatif de conformité pour un établissement. Donc là, on est sur d'ailleurs des compétences que doit avoir également l'expert métier conformité en matière de normes, de procédures, par exemple. Voilà quelle est l'offre diplômante de l'École supérieure de la banque. Alors, la particularité de ces diplômes, notamment le cycle expert métier conformité, nous l'avons noté, il est RNCP niveau 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont enregistrés au registre national de la certification professionnelle et de ce fait, ils sont refinançables par le compte personnel de formation, le CPF. De même, les certificats dont j'ai parlé
la lutte contre le blanchiment des capitaux, sont enregistrés à ce qu'on appelle le répertoire spécifique. Alors, tout cela se situe chez notre régulateur. Nous avons aussi un régulateur, il s'appelle France Compétences. Et ce registre spécifique permet aussi un refinancement par le compte personnel de formation. Donc, vous avez indiqué sur cette slide tous les diplômes et certificats refinançables par le CPF. Donc, la lutte contre le blanchiment des capitaux, bien sûr, la certification AMF, la directive crédit immobilier dont Luc va vous parler et, si vous le souhaitez. Donc, le bachelor chargé de conformité, il ne l'est pas encore, parce qu'il est tout à fait nouveau. Pour avoir une chance d'être enregistré au registre national de la certification professionnelle, il faut au moins 3 promotions. Donc là, nous aurons la première promotion en 2022. Donc, on va attendre encore un peu pour l'enregistrement au RNCP. Le cycle expert métier conformité, lui, il est enregistré depuis 2015. Donc, il est refinançable par le CPF. Et enfin, le certificat expertise opérationnelle LCBFT dont va vous parler Myriazi, lui, je crois que le dossier vient d'être envoyé à France Compétences. Voilà, donc je vous laisse Luc et Myriazi compléter. Oui, merci, merci beaucoup, Marc. Peut-être, du coup, je dis un mot de la directive crédit. Myriazi, je te repasse la main après sur l'assertif LCBFT. Oui, oui, On très bien. fait comme ça. Donc, un mot très rapide hein, sur la directive crédit immobilier, une directive européenne qui a été transposée en 2016 et donc depuis 2017, pour ceux qui veulent conseiller et commercialiser du crédit dans le cadre de l'acquisition de résidences pour des particuliers, il faut avoir une certification. L'objectif du régulateur, c'est donc un objectif de protection du client. Et donc le but, c'est de s'assurer que le commercialisateur, le banquier, quand il va faire son acte d'écoute, de conseil, de proposition, il va le faire proprement, dans le respect de la réglementation. Et donc pour ça, il y a une formation et une certification qui est obligatoire, qu'on appelle communément l'ADCI. Il y a plusieurs déclinaisons, mais je vais faire simple. C'est principalement une formation qui doit faire une quarantaine d'heures et on peut en être exonéré lorsqu'on a soit un certain historique, donc on est considéré comme grand-père pendant un certain temps, soit si on possède un diplôme qui a un certain niveau et une certaine nomenclature dans les référentiels officiels, qui fait qu'on considère que ce que vous avez appris et ce que vous avez fait couvre l'obligation de formation. Donc pour ceux qui ne bénéficient pas des cas d'exonération, mais il faut passer cette formation qui dure, formation de 40 heures. Donc on a en place, nous, un dispositif en blended où vous avez 4 jours de formation qui se font en synchrone, on va dire, donc en salle, ou en ce moment, ça se fait à distance, mais on va dire que c'est en synchrone avec un prof avec qui on échange et un groupe avec lequel on travaille. Et puis, vous avez une douzaine d'heures qui sont en asynchrone, avec des activités notamment de résolution de cas et de correction ensuite avec le prof. Donc, cette directive crédit, elle a une particularité, et c'est vers ça aussi que va la réglementation, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir le tampon à un moment donné, il faut aussi maintenir les connaissances. Et donc la directive crédit immobilier comporte une obligation de maintien des connaissances de 7 heures par an. Et donc là aussi, on propose des solutions qui sont des solutions en ligne ou des solutions synchrones, mais généralement les banques préfèrent faire ça en ligne parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus souple pour rentrer dans un agenda que de faire du présentiel. Donc voilà pour la directive crédit. Je dis un mot, ça ne figure pas là, mais il y a également la directive assurance hein, et l'obligation de passer une capacité pour conseiller et placer des produits d'assurance avec certains niveaux. Ça peut aller jusqu'à 150 heures pour le premier niveau, de 150 heures de formation. Donc là aussi, on a toute une série d'offres qui permet de couvrir les obligations réglementaires et qui sont complétées là aussi par une obligation de maintien des connaissances dans le droit fil de ce que le régulateur maintenant, les autorités de tutelle demandent. Il ne suffit pas d'avoir le tampon, il faut maintenir ses connaissances. Et là, c'est 15 heures pour la directive assurance. Donc quand on fait le compte d'ailleurs hein, de ces deux éléments, directive crédit immobilier et assurance, l'obligation de maintien des connaissances, c'est 7 heures pour l'immobilier tous les ans, 15 heures pour l'assurance, ça fait 22 heures en tout.
22 heures, c'est absolument considérable. C'est plus de la moitié du temps que passe en moyenne un salarié de banque en formation euh, en France. Et donc, on voit tout de suite que ça pèse beaucoup sur certains métiers, notamment sur les métiers commerciaux, et ça marque à quel point l'effort de formation est important aujourd'hui dans les établissements bancaires pour permettre de garantir qu'on vend proprement, qu'on vend dans le respect de la réglementation et en conformité. Donc, on a voilà, un ensemble de solutions sur l'immobilier et sur l'assurance pour vous permettre d'exercer et de maintenir vos connaissances. Voilà, j'essaye de ne pas être trop long. Le but dans les échanges, le but aujourd'hui, c'est surtout que vous puissiez nous poser des questions et puis vous verrez que derrière, vous avez la possibilité de revenir pour qu'on puisse échanger peut-être plus directement sur un projet professionnel ou sur une thématique particulière. Là, on essaye de poser toutes les grandes pièces du puzzle. Voilà pour ce qui est crédit et assurance. Puis du coup, Myriazi, je te repasse la main pour l'assertif LCBFT. Alors, pour la LCBFT, vous avez en fait deux niveaux en fait. Bon, déjà, c'est un cursus, c'est un programme qui se fait en full distanciel, c'est complètement distanciel, complètement asynchrone. Donc, c'est intéressant parce que c'est assez souple. Alors, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le bagage LCBFT. Cela vous donne les fondamentaux à maîtriser lorsque vous faites de la LCBFT. C'est quelque chose d'assez complet d'ailleurs, je trouve. C'est un programme qui a été, comme l'a très bien dit Marc tout à l'heure, c'est un vieux programme, ancien programme de 2010 qui a été fait lancé à l'initiative des banques. Et c'est quelque chose qui fait, comment dire, référence sur la place de Paris et qui a reçu d'ailleurs le satisfecit de l'autorité française qui est l'ACPR. Donc ça, c'est, je dirais, le premier niveau. Le deuxième niveau, là, on est un cran au-dessus en termes d'expertise, c'est le certificat expertise opérationnelle LCBFT. Là encore, c'est une demande de quelques banques qui ont demandé à ce que les personnels évoluant en sécurité financière soient certifiés. Donc, cela signifie quoi? La certification, dans ce cadre-là, c'est des cas pratiques, une quarantaine de cas pratiques, des petits cas pratiques et des gros cas pratiques, des mises en situation réelles, parce que ce certificat a été élaboré et testé par des professionnels en place, d'ailleurs quelqu'un de la CPR. Donc, le niveau est assez relevé. Donc, concernant ce certificat que vous pouvez faire en distanciel, eh bien, en général, on lance l'entraînement 4-5 mois avant l'examen pour que les gens puissent se préparer. Hein. Voilà, parce qu'ils ont leur travail, etc. Ils font ça le soir. Ça demande quand même minimum 25 heures de travail personnel. Et puis, il y a un entraînement online, vous pouvez vous entraîner. Et puis, le jour de l'examen, qui peut se faire en distanciel, eh bien, vous passez l'examen. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant, de nouveau. Nous avons certifié 2 promotions. Les taux de réussite sont plutôt intéressants. La dernière a eu 100% de réussite. Il y a des dispositifs il y a un dispositif d'accompagnement parce qu'on ne lâche pas non plus les apprenants comme ça. J'assure moi-même la préparation à l'examen via de webinars. Je lance ça un mois et demi avant l'examen et évidemment, je suis complètement disponible tout au long de mon entraînement pour répondre aux questions et j'en ai quelques-unes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai très content d'y répondre. Merci Myriazi. Je ne vois pas de questions dans le fil, donc j'essaye d'amorcer un petit peu. Il y a une question peut-être qui peut intéresser pour ceux qui sont un peu familiers avec le sujet. Alors, il existe des certifications principalement américaines. Je fais référence au certificat expertise opérationnelle LCBFT dont tu viens de parler. Il y a donc des choses qui existent à l'international. Il n'y avait rien en France ou pas? Comment est-ce qu'on arrive, nous, là? Est-ce que les tutelles sont informées de notre démarche? Comment elles réagissent? Comment on peut nourrir un petit peu la réflexion et l'intérêt autour de cette certification pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui?
Alors, en effet, c'est que cette certification est née d'une demande des banques françaises parce que aujourd'hui, ce qui fait référence dans le monde entier, c'est le certificat américain dit CAMS. Le problème de cette certification, c'est qu'elle est tournée très américain. Et donc, ça n'adresse pas forcément les demandes des régulateurs européens et français. Donc, notre politique a été, et avec nos partenaires bancaires, parce que ça a été fait avec nos partenaires bancaires, des gros établissements d'ailleurs, ça a été de tourner les cas pratiques par rapport à des impératifs européens, donc sur des spécificités européennes, notamment sur l'identification des bénéficiaires effectifs, sur la doctrine ACPR, et même de la doctrine de la Commission européenne. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été demandé et qui, pour le coup, répond aux demandes des établissements bancaires. Cette certification a été présentée aux autorités, à la CPR et au Trésor français, qui est très au courant de cette certification et qui accueille très favorablement cette solution française, car elle répond aux impératifs des régulateurs français et pour le coup à notre culture européenne. Donc ça, c'est le véritable plus. Et ça, c'est vraiment le retour que nous avons de partenaires. Merci Myriazi. Je vais peut-être Continue. reprendre. Ouais. Voilà, on va continuer. Alors, en ce qui concerne ces formations, bien sûr, elles sont complètes, actualisées et opérationnelles, hein. Vous avez aussi l'abrégé des marchés financiers qui est le fascicule de savoir et qui est un livre, hein, qui est publié chaque année, qui donc est mis à jour par rapport à tout le périmètre AMF, par exemple, et qui est très prisé des spécialistes. Donc des certifications et des certificats professionnels donc actualisés, des formations opérationnelles, des formations complètes. Donc si on fait un tout petit peu un récapitulatif, qu'est-ce qu'on peut dire sur les formations de l'École supérieure de la banque et les avantages qu'elles offrent. Donc vous l'avez vu dans les différents produits de formation, vous avez deux grandes familles. Les certificats dont les durées sont beaucoup plus courtes et qui permettent de se former sur des compétences particulières de métier. Et puis les diplômes qui, eux, forment sur des durées beaucoup plus longues, mais avec une architecture en bloc de compétences, ce qui fait que l'apprenant qui recherche une mobilité, qui recherche donc un nouveau métier, pourra, s'il le souhaite, grâce à la modularité, c'est-à-dire à la possibilité d'avancer sur le parcours, dans son parcours bloc par bloc de compétences, il pourra donc cheminer vers le diplôme, le titre et donc le métier, hein, puisqu'on peut capitaliser les blocs de compétences et ils sont validés à vie une fois qu'ils sont acquis. Donc ça, c'est très important. La notion d'individualisation du parcours de formation, soit pour monter en compétences de manière très spécialisée, par exemple sur la lutte anti-blanchiment, Myriazi en a très bien parlé, soit pour accéder à un nouveau métier et à ce moment-là, effectivement, la possibilité de passer par le diplôme, par le titre professionnel, soit de manière modulaire, soit effectivement en une fois, donc à la carte. Vous l'avez vu, l'École supérieure de la banque donc, a une méthodologie pour construire ses diplômes notamment, y compris ses certificats, à partir de compétences donc issues des référentiels métiers, donc en réunissant des comités métiers. Quelque chose qui se met sur mon écran, des professionnels avec en plus au niveau des enseignants, c'est une particularité de l'École supérieure de la banque, les enseignants, les intervenants sur les diplômes et les certificats sont des professionnels de la banque. Donc, en l'occurrence, sur le cycle expert métier conformité, ce sont des patrons de conformité, si vous voulez, qui sont en exercice et qui sont les enseignants. Donc,
cette particularité permet des échanges très riches avec les intervenants, entre les apprenants entre eux, ce sont des échanges entre pairs. Donc tout cela, effectivement, est important, si vous voulez, dans la pédagogie qui est active. Hein. Il ne s'agit pas d'acquérir des savoirs, mais surtout d'acquérir des savoir-faire et des savoir-être au contact de professionnels. Le format de nos formations est aussi bien présentiel que distanciel. Et si la situation sanitaire nous le permet l'année prochaine, nous envisageons, en fonction des effectifs aussi, de déployer nos formations en mix, c'est-à-dire présentiel, moitié en présentiel, moitié en distanciel. Les certificats, eux, ça a été dit, sont totalement en distanciel. Dans cette pédagogie aussi, à noter que vous avez, outre les temps de rencontre et d'échange, des journées de préparation aux examens, donc évidemment pour maximiser les chances de réussite aux examens, et puis également des dispositifs d'ancrage, des intersessions entre les séminaires pour que les apprenants puissent encore mieux acquérir les compétences nécessaires. Voilà les plus, si vous voulez, que nous voyons dans l'offre que nous vous proposons. Alors, les plus, si vous voulez, c'est aussi une communauté LinkedIn qui est active, puisque nous avons donc un espace conformité avec beaucoup d'échanges au sein de cet espace. Il y a à peu près 1 millier de membres. Le fait, j'y reviens, que nos certificats et nos diplômes sont pour la plupart éligibles au compte personnel de formation. Et puis aussi un bloc conformité pour ceux que ça intéresse. Mais là, je laisse Myriazi nous en parler peut-être davantage. Je vais essayer d'aller sur le lien. Oui, le blog conformité. Merci beaucoup, Luc. Merci Marc. Oui, le blog conformité, c'est une initiative que nous avons lancée cette année. Alors l'objectif, c'est très simple, hein, c'est de permettre à des praticiens de la conformité ou à toute personne intéressée par la conformité de lire des articles et des contributions faites par des experts de la conformité, par des praticiens, donc des praticiens pour des praticiens. Les praticiens qui écrivent sont des intervenants de l'ES Bank, mais aussi des anciens certifiés de l'ES Bank, certifiés au titre de l'expertise conformité ou de la LCPFT, donc sur des sujets de conformité. Donc le dernier est une interview que j'ai faite auprès de l'expert senior auprès de l'AFA. C'est Julien Lemain, qui est diplômé du CPC expert conformité, qui nous a fait la gentillesse de nous faire la lumière sur les dernières recommandations AFA. Ça peut intéresser les gens. On a fait quelque chose aussi sur l'Observatoire des métiers de la conformité, donc vous pourrez lire en détail tout ce que je vous ai dit auparavant, hein, sur l'évolution de la filière conformité. Nous avons aussi quelques articles en préparation sur les crypto-monnaies, sur les prestations externalisées, et puis un article assez intéressant sur quelqu'un qui travaille à Londres, hein, HSBC Londres, sur la compliance à Londres. Hein, c'est toujours quelque chose de particulier à Londres. Ils sont très en avance en termes de conformité, qui nous permet, nous en Europe, de réfléchir un peu sur ce qui peut se passer. Et puis il y a aussi un article qui va arriver sur les sanctions et embargos, un intervenant de l'ES Bank qui va nous faire un retour d'expérience sur son expérience en Afrique, parce que c'est une personne qui travaille en Afrique. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous permet de garder le lien avec les certifiés, parce que vous avez la certification, mais vous êtes toujours en lien avec l'école, et ça nous permet aussi de mettre en lien les praticiens entre eux. C'est toujours l'occasion de se dire, bah, tiens, c'est un ancien de l'ES Bank, bah, tiens, je vais l'appeler, et puis je peux faire l'intermédiaire, ce qui fait que petit à petit, bah, nous avons un network, un réseau de compliance officers, et Dieu sait que c'est important d'avoir un réseau dans ce milieu-là pour
pour avoir la bonne pratique, hein, savoir comment fait le copain dans tel établissement, c'est toujours très intéressant. Et nous, S-Bank, on est très fiers de ça parce que comme nous sommes une association de place reconnue par la Fédération bancaire française, eh bien, nous avons accès forcément à tous les établissements de la France et voire de l'Europe, hein, parce qu'il y en a certains qui travaillent à Londres et à Luxembourg. Et voilà, c'est avec joie et plaisir que je mets tout ce beau monde en relation. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, Luc, on te redonne la Vous avez parole. des questions? On a des questions. Alors, on a des questions. Il y a une première question. Narzet nous demande si le bachelor est inscrit au RNCP. Alors là, je pense que Marc a répondu, mais je te laisse peut-être le reformuler, Marc, si tu veux bien. Alors, le bachelor est une nouveauté. Et pour être enregistré au RNCP, il nous faut 3 promotions. Alors, comme nous le lançons sur la rentrée 2021, eh ben, il va falloir attendre un tout petit peu d'avoir 3 promotions pour pouvoir envoyer le dossier à France Compétences et demander un enregistrement au niveau 6 RNCP, mais ça, donc, ce sera dans quelques années. Donc, non, pour la rentrée, le bachelor ne sera pas RNCP. D'accord. Mouna nous demande si pour une personne en deuxième année d'ITB, à quel niveau recommanderiez-vous qu'elle s'inscrive pour se spécialiser en conformité? Alors, si un étudiant est diplômé de l'ITB, donc là je comprends qu'elle est en deuxième année, donc elle va sortir diplômée. L'ITB est enregistré niveau 7 RNCP. L'ITB est un diplôme qui reconnaît le manager d'unité bancaire, hein, c'est le métier repère de l'ITB. Il est évident que la filière conformité a besoin de profils managériaux. Et donc, il est tout à fait naturel qu'on oriente la personne vers le cycle expert métier conformité. D'accord, donc c'est plutôt vers le cycle expert. Merci Marc. Avant le webinaire, il y en avait reçu quelques questions, donc j'essaye de les synthétiser. Il nous reste encore quelques minutes. Il y a des questions qui sont arrivées qu'on pourrait regrouper sous quel est le parcours type ou y a-t-il un parcours type pour intégrer la conformité? Ça a été un peu abordé au début de l'entretien, mais peut-être là aussi pouvoir le reformuler. Qu'est-ce qu'on recrute comme profil aujourd'hui? D'où faut-il venir? Quelle expérience faut-il avoir? Peut-être, je sais pas, Miriazi, je te vois hocher de la tête, peut-être tu peux. Oui, oui, oui. En fait, comme je le disais tout à l'heure, 80% des recrutements se font en interne, en fait. Et donc, en ce moment, les filières conformité aiment bien les personnes qui ont évolué en agence, dans la banque de détail, typiquement. Parce que j'ai vu qu'il y avait une question justement sur ça. C'est vrai que si vous avez une expérience d'1 ou 2 ans en agence, voire plus, hein, mais 1 ou 2 ans, c'est très bien parce que on voit que la personne sait ce que c'est que le risque client et la personne a suffisamment d'expérience pour qu'elle puisse être comment dire, recrutée et formée aux techniques de la conformité. Donc ça, en termes d'expérience, ça c'est intéressant. Puis si vous avez plus d'expérience, c'est encore mieux. Donc un opérationnel, quelqu'un qui a évolué je dirais sur le terrain, c'est très recherché quand même. Après, en termes de diplôme, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas comment dire, de prérequis. Donc, pendant très longtemps, on recrutait des juristes. Mais le problème du juriste, c'est qu'il fait du droit, quoi. Et il n'a pas forcément il n'est pas très familier aux techniques de contrôle. Et c'est vrai que quelqu'un qui a fait du contrôle et de l'audit, ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on recherche. Puis enfin, quelqu'un qui aime bien les nouvelles technologies, ça, c'est quelque chose qui est émergé. Parce qu'il y a un métier de data management, enfin de data scientist qui est en train d'émerger. Donc, c'est aussi des choses qu'on recherche. Donc, au final, il n'y a pas, contrairement à il y a 5 ans ou 10 ans, aujourd'hui, les profils sont beaucoup plus ouverts, en fait. C'est beaucoup plus ouvert donc, qu'auparavant. Donc, voilà. D'accord, Voilà. donc plutôt un parcours métier, quelqu'un qui vient du business, c'est pas mal, quelqu'un qui a déjà fait un peu de contrôle ou d'audit, c'est pas mal. Oui.
Et Oui. puis, tout ce qui est nouvelles techno, tout ce qui est data, également, ça peut être des bonnes portes d'entrée. D'accord. Euh, Est-ce qu'on peut essayer, je regarde, il y a une question. Je suis dans le secteur bancaire depuis plus de 15 ans, mais je viens de changer de pays, du coup de réglementation. Et j'ai intégré une banque française, ça fait 1 an. Quelle formation à prioriser selon vous? Alors, il faudrait savoir sur quel métier la personne est rentrée en banque, mais enfin, d'ores et déjà, pour rentrer dans le métier, il faut par exemple passer la certification AMF. Avec la certification AMF, la personne en question va avoir déjà tout le périmètre AMF, donc protection du client, dans la vente de produits financiers. Et ça, c'est quand même déjà une matière très volumineuse. Donc, acheter l'abrégé des marchés financiers et passer la certification, c'est déjà un premier objectif qui permettra au candidat de découvrir le périmètre conformité France. Ben, il Pour la- nous dit qu'il le passe, il nous dit dans le chat, pardon, je te coupe Marc, il nous indique, alors Abi nous indique dans le chat qu'il passe le 6 mai. Voilà. Certif AMF. Voilà. D'autre part, s'il est en lien avec la clientèle, eh bien, comme l'a expliqué Myriazi, depuis 2010, il passera obligatoirement la formation lutte anti-blanchiment, hein, puisque, encore une fois, cette formation lutte anti-blanchiment, elle a deux objectifs. Le premier, c'est que, évidemment, les personnes ne tombent pas dans l'infraction, qui est une infraction pénale de blanchiment donc qui est passible de peine d'emprisonnement, hein. Et puis la deuxième chose, il faut protéger l'établissement, les clients. Bon, donc également, il y aura cette formation réglementaire qu'il devra valider. Donc ça en fait deux déjà. S'il fait de l'immobilier, ben, comme tu en as parlé tout à l'heure, il faudra passer la DCI, etc., etc. Donc, tôt ou tard, il sera rattrapé par un certain nombre de formations réglementaires qu'il aura à valider pour continuer dans le métier, s'il continue dans un établissement bancaire français. L'autre évidemment challenge, s'il le souhaite, c'est de savoir s'il veut évoluer vers les métiers de la conformité. Et si la réponse est oui, à ce moment-là, le premier étage sera probablement de regarder du côté du nouveau bachelor chargé conformité, qui lui permettra de rentrer sur les métiers du contrôle permanent. Et puis, chemin faisant, la carrière se rallongeant, viser un métier d'expert qui est effectivement le sommet avec la dimension managériale. Voilà ce qu'on peut dire sur l'évolution prévisible de son parcours professionnel. Merci Marc. Nous avions une question également sur la différence entre, ou les liens qu'il y a entre les services de conformité et les services juridiques. Peut-être, Mariasi, tu peux nous apporter deux, Oui, trois éclairages sur ce sujet-là? oui, oui. Les liens, il y en a. Souvent, ce que j'ai remarqué dans mon passé, parce que j'ai été pendant très longtemps à la conformité dans un grand établissement, souvent on confond un juriste et un chargé de conformité. En fait, c'est deux choses différentes. Euh, on va dire que le juriste, il dit le droit. Il dit si c'est possible ou pas. Voilà, c'est comme un avocat finalement. Alors qu'un chargé de conformité, il va appliquer le droit en quelque sorte et contrôler que c'est bien appliqué. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus opérationnel. Et il va apporter un conseil aux opérationnels en disant ne fais pas ça ou c'est possible sous réserve d'eux en fait. C'est à la fois un avocat, mais surtout un contrôleur en fait qu'on garde. Donc il y a deux aspects. Donc moi j'ai tendance à dire qu'il y en a un qui dit et il y en a un qui fait. J'aurais, je trouve que quand on fait c'est beaucoup plus intéressant en fait. Et personnellement je suis juriste de formation. Et j'ai bien vu la différence. Donc, j'ai passé beaucoup plus de temps en tant que chargé de conformité qu'en tant que juriste et avocat. Il y a beaucoup plus de travail aussi, hein. Mais bon. D'accord. Merci, Mariasi. Je regarde le fil. Je ne vois pas de questions complémentaires. Il nous reste encore 1 ou 2 minutes. J'en rajoute peut-être une. Il y a une question aussi qui nous a été posée avant le webinaire qui était
d'avoir un peu, la question était posée sous l'angle, quels sont les postes qu'il y a dans les métiers de la conformité? C'est-à-dire que je suis aujourd'hui, je prends un exemple, je suis dans la banque de détail, je veux aller vers la conformité. Mm. Je vais faire quoi finalement? Il va falloir que je me forme, mais mon métier va consister en quoi si je suis chargé de conformité? Qu'est-ce que je fais? Quels sont les jobs en gros quand on rentre dans la conformité? En fait, comme vous l'avez vu en première diapositive, vous pouvez faire beaucoup de choses en fait. La première chose, c'est la sécurité financière. La sécurité financière, c'est tout ce qui est lutte contre le blanchiment. Donc, le job, c'est quoi? C'est de détecter et d'analyser des alertes, c'est-à-dire que votre système d'information vous remonte une alerte, une opération atypique, vous devez l'analyser. Ça, c'est un métier déjà. Il y a un autre métier en sécurité financière, vous regardez des dossiers beaucoup plus compliqués qui vous sont soumis, notamment dans une entrée en relation, parce qu'un client vient vous voir et puis on fait ce qu'on appelle un KYC, on screen le client. Alors, il peut être très simple, ça peut être un particulier, c'est parfois très rapide, mais ce client peut être soit une personne morale, ou soit il est logé dans un pays un peu compliqué en termes de risque LCBFT. Donc là, ça suppose une analyse beaucoup plus complète. Et donc ça, c'est la sécurité financière. Et puis, il n'y a pas que la sécurité financière en conformité, vous avez tout ce qui est contrôle, le contrôle, je dirais, de deuxième niveau. Ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. D'ailleurs, c'est la réglementation qui l'impose, qui dit que vous avez un premier niveau de contrôle, et puis vous avez un deuxième niveau de contrôle, c'est que vous avez des personnes qui contrôlent si en termes de conformité, eh bien, ça a été bien fait. Donc ça, c'est encore un autre métier. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que quelqu'un qui a une expérience en audit et contrôle interne, c'est intéressant. C'est quelque chose qui est très recherché aussi. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des métiers proprement, ce qu'on appelle BFI, en fait, banque de financement, où là, vous regardez les marchés. Vous regardez s'il y a un trader qui fait quelque chose de bien. C'est très difficile parce que le trader, il aime bien avoir raison, mais vous êtes là pour lui dire que pas faire des bêtises. Et puis, vous devez aussi regarder les alertes, parce que parfois, sur les marchés, il y a des mouvements un peu compliqués, un peu suspects, et on regarde s'il n'y a pas une manipulation de cours, ou peut-être un manquement d'initié. Et là, il y a une enquête qui se fait. Parfois, on écoute les bandes, hein, ça m'est déjà arrivé, vous écoutez des discussions entre traders de votre banque ou d'une banque en face ou d'autres banques, pour voir s'ils ne font pas une entente pour manipuler des prix. Et c'est en ça que on essaie d'endiguer les pratiques anticoncurrentielles pour justement que les prix ne soient pas manipulés, en fait, tout simplement. Puis vous avez aussi un autre métier, j'en finirai là, c'est la prévention de la corruption. Là, avec les lois américaines, anglaises et françaises, la Sapin 2, eh bien, le chargé de conformité doit regarder si une opération n'est pas constitutive de l'infraction de corruption. Voilà, corruption d'agents publics ou d'agents privés, c'est aussi quelque chose qui est très surveillé par les régulateurs. Donc voilà, j'ai brossé très très rapidement les métiers. Il y en a d'autres, évidemment, qui sont la protection du consommateur, la protection de la clientèle fragile, c'est-à-dire les personnes âgées. Et voilà. Donc, beaucoup de D'accord. choses. Merci Mélanie. Donc c'est aussi un vrai boulot de business partner parce il faut que les lignes commerciales, si on parle des lignes commerciales, sachent vendre dans le respect de la conformité. Oui, Donc, il faut de la pédagogie, il faut être partenaire, il faut expliquer. Puis c'est des travail passionnant d'enquête aussi. Et ce que tu as dit est très très intéressant. Je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour ça et puis qui aiment ça. Donc ce sont de beaux métiers. oui, oui. D'accord. Écoutez, nous avons à peu près tenu le calendrier. Il est 19h, il est 19h03. Ce que je vous propose peut-être, je ne vois pas d'autres questions dans le fil. Si, une question de savoir si le webinaire peut être vu en différé. Donc oui, il va être mis à disposition. Donc ça, nos équipes vont s'en occupent. En tout cas, je voulais vous remercier. Vous avez été une centaine à être présents ce soir, ce qui marque votre intérêt. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On a essayé de faire remonter également un certain nombre de questions. J'espère que ça vous a intéressé. Vous verrez dans la présentation que vous avez un certain nombre de contacts si vous voulez parler de votre projet personnel et avoir un accompagnement un peu plus individualisé sur
certification, le bachelor, le cycle expert, reparler du CPF. Il y a pour les candidats individuels un webinaire qui est dédié au CPF, donc ne le loupez pas. Il est mercredi, je crois, de mémoire. Donc on va vous réexpliquer bien comment ça marche le CPF, comment vous pouvez mobiliser les fonds que vous avez dessus, vos euros, pour payer vos formations. Donc regardez bien le programme et suivez-nous et assistez au prochain webinaire. Et puis, je conclue en vous rappelant que le 7 mai, 12h30, le regard croisé avec Maya Attig, directrice générale de la FBF, Éric Depont, directeur général de l'ES Bank, sur la formation professionnelle, enjeu majeur pour le secteur. Venez écouter ce regard croisé, ça sera très riche d'enseignements. Voilà, merci de votre présence ce soir. À très bientôt pour des conseils plus personnalisés, puis j'espère à très bientôt dans nos salles de cours ou à distance. Ça va un peu dépendre du contexte, mais en tout cas, j'espère qu'on se revoit très vite. Merci Myriazi, merci Marc. Merci. Merci. Et donc à très bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.